Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Lictewood. Je suis en recherche sur les aspects économiques à l'Institut de l'élevage. Et je m'occupe particulièrement de l'animation des réseaux de référence économique CAPRA dans l'ensemble de la France. Voilà, il y a 160 fermes qui sont suivies tous les ans par une trentaine de conseillers. J'en fais les synthèses annuelles pour faire des simulations et pour pouvoir donner des repères aux porteurs de projets et puis aussi aux responsables politiques et de la profession. Voilà. Et puis, j'ai gardé une activité technique. Je m'occupe de la formation des conseillers et des éleveurs autour du pâturage caprin. Voilà. Et voilà, je fais ça depuis 2 ans et les 30 années précédentes, j'étais conseiller d'élevage en Touraine, dans le centre ouest de la France. J'accompagnais des éleveurs autour de la génétique dans un contrôle laitier. Et voilà, et j'animais aussi une équipe de conseillers et de conseillères autour de l'activité caprine. Voilà, bon, c'est la première fois que j'interviens d'aussi loin. Euh, je vais passer ma présentation. Je ne sais pas si je pourrais voir la conversation, je vais regarder et puis je vous dis quoi. Oui, sinon, je vous fais signe s'il y a des questions. Voilà, ouais, je pense qu'on peut faire comme ça. Tac. Ça, c'est la fin. Voilà. Donc, voilà, voilà, on m'a demandé Catherine m'a demandé de vous présenter un peu comment est-ce qu'on pouvait proposer aux éleveurs de gérer le pâturage des chèvres. C'est un dossier qui a été lancé par pas mal de recherches dans les années 90 dans le sud de la France. Je vais vous donner pas mal d'éléments qui sont sortis du centre de recherche de la ferme du Pradel en Ardèche. Et puis plus récemment en Bretagne, un centre INRAE a aussi pas mal travaillé et trouvé des choses intéressantes à présenter autour de l'élevage caprin. Voilà. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un- pas un résumé évidemment, mais les éléments clés, me semble-t-il, qui nous servent lorsque l'on accompagne les éleveurs autour du pâturage. Voilà. Pour dresser un peu le portrait du pâturage caprin en France, il n'y a pas grand monde quand même qui pâture, hein, que entre guillemets 18% des chefs françaises qui pâturent. Voilà. Et en moyenne, les chèvres ingèrent au pâturage aux alentours de allez, un bon 15% de leur ration annuelle. On retrouve les éleveurs pâturants plutôt dans le sud-est de la France et puis ici un peu en centre-Val de Loire. C'est plutôt plus souvent des éleveurs fromagers de taille plutôt réduite, entre guillemets, 124 chèvres en moyenne. Voilà, avec des niveaux de production de 600, voilà, 645 litres de lait. On est en moyenne en dessous quand même des niveaux de performance que l'on trouve sur les autres systèmes alimentaires. Voilà, grosse caractéristique des éleveurs qui pâturent, mais on en reparlera, hein, vous le notez là, en gros, on est quand même sur des éleveurs qui donnent moins d'un kilo de concentré par chèvre et par jour pendant la lactation. Quand on compare par rapport aux autres systèmes alimentaires qu'on a en France, hein, on voit un paquet important de systèmes basés sur une ration essentiellement foin séché au sol, hein, foin de légumineuses. Vous avez ici un peu un descriptif des différents systèmes alimentaires. Voilà, donc c'est vraiment quand même la chèvre mange d'abord
du foin. Ensuite, on retrouvera 10% des éleveurs qui utilisent aussi pas mal d'ensilage de maïs pour leurs troupeaux. Voilà. Et puis, là, c'est une caractéristique vraiment du sud-est de la France, les systèmes pastoraux. Et ensuite, de manière plus rare, même si ça se développe pas mal, les systèmes alimentaires basés sur l'affouragement en verre, donc, et puis l'enrubanage, quoi. Donc, vous voyez des systèmes caprins pâturants avec des tailles d'effectifs, des tailles de cheptel plus petits, hein, si ce n'est les pastoraux qui sont vraiment sur des petites structures, et des niveaux de production, je vous le disais, plus faibles, hein, entre 150 et 200 kilos d'écart par rapport à d'autres systèmes alimentaires. Par contre, c'est des systèmes qui fournissent quand même une part importante de fourrage dans la ration, hein, parce qu'on y apporte moins de concentré. Du coup, on arrive à une autonomie qui est, quand on regarde la quantité d'alimentation produite sur l'exploitation des éleveurs, on est à 70% d'autonomie. Et ce qui nous intéresse toujours, parce qu'on apporte énormément de protéines dans nos systèmes d'élevage français, on a quand même sur ces systèmes pâturants, grâce à la qualité de l'herbe que l'on pâture, une autonomie protéique assez intéressante, encore à 63%, donc assez forte. Voilà ce que je voulais un peu comment je voulais un peu organiser notre échange. C'est voilà, regarder un peu les questions qu'on aborde avec les éleveurs avant qu'ils se lancent dans le pâturage. Et puis regarder ensuite les aspects gestion du pâturage un peu plus au quotidien. Et parlerai rapidement du parasitisme ou de ce qu'on peut en faire, sachant que vous allez, je pense, plus en parler encore la semaine prochaine. Alors, en gros, voilà, les questions qu'un éleveur qui est par exemple en système alimentaire foin et qui voudrait se mettre au pâturage, chose qui se développe un peu, c'est ben, en gros quelle quantité quelle surface va-t-il me falloir pour pâturer mon troupeau de chèvres. En gros, si on regarde la surface globale nécessaire pour non seulement pour pâturer, mais aussi pour alimenter, enfin pour produire des fourrages pour l'ensemble de l'année, hein, donc aussi pour le reste de l'année où on sera sur stock à l'intérieur, il nous faut en gros une surface fourragère, une SFP, entre 5 et 8 chèvres par hectare. Voilà. On va dire que sur les systèmes foin, pour vous donner des repères, pour les systèmes foin, on est plutôt sur du 7 à 9 chèvres hectares. Et puis les systèmes en silage de maïs, là, on peut peut-être monter jusqu'à 10 ou 11 chèvres par hectare. Donc effectivement, le fait que l'on fasse pâturer les chèvres directement dehors fait que il nous faut beaucoup plus de surface que lorsqu'on nourrit ce même troupeau de chèvres sur un système foin ou sur un système enrubané, par exemple. Ça, c'est un premier repère, voilà. Et quand on est, par exemple, en agriculture biologique, on pourra peut-être moins difficilement être intensif sur le rendement des parcelles. Sans doute que il faudra peut-être descendre cet nombre de chèvres par hectare entre 3 et 5 chèvres par hectare, quoi. Ça, c'est en global sur l'année. Ensuite, quand on regarde au bout du compte, hein, voilà, il faut que je fasse de la clôture pour parquer les chèvres, de quelle surface nécessaire il me faut préparer. En gros, on peut compter comme repère 5 quarts à peu près par chèvre. Donc, ce qui nous fait un peu un chargement quotidien, un chargement instantané, comme on dit, entre 10 et 20 mètres carrés par chèvre et par jour, pour faire un pâturage de 8 heures. Et on verra, 8 heures, c'est peut-être pas le pâturage le plus maximisé au niveau de l'alimentation. L'été, ben, chez nous comme ailleurs, ça pousse moins. Donc, soit on est sur de la légumineuse type luzerne,
qui va pousser de manière quand même assez conséquente malgré le manque d'eau et la température, où là on peut avoir simplement besoin de 5 quarts par chèvre pour faire du pâturage de luzerne l'été, mais sur des prairies multi-espèces avec pas mal de graminées, en fonction de là où on se situe, de la pousse de l'herbe et de la capacité à avoir un peu d'eau, il nous faudra sans doute doubler quasiment hein, la surface nécessaire pour nourrir les chèvres. Voilà. Donc, bon, c'est des notions un peu vagues, hein, parce que quand je dis le printemps c'est quoi? C'est en gros, hein, c'est à partir de la sortie. Et donc la sortie en fonction des élevages, ça va être entre fin février et puis tout début avril. Et puis le printemps, on va dire qu'il s'arrête avec les températures qui commencent un peu à augmenter, donc ça peut être fin juin ou début juillet. En gros, lorsque le premier paddock dont je parlerai tout à l'heure, le premier paddock d'herbe est complètement sec. Donc voilà, donc en système maxi pâturage, on va dire, hein, pour les éleveurs qui voudraient pouvoir effectivement mettre le maximum possible ses chèvres dehors, il faut prévoir pour son chèvre un petit repère, 5 à 6 hectares de prairies de beau potentiel au printemps, voilà, 4 à 5 hectares de luzerne pour passer l'été, ou comme on l'a vu tout à l'heure, 8 à 10 de prairies multi-espèces ou autres. Et puis à l'automne, bah, à nouveau 5 à 8 hectares de prairies, avec la possibilité bien souvent de retourner sur les prairies du printemps, même si ça peut poser quelques questions d'un point de vue parasitisme, d'un point de vue sanitaire, on en reparlera. Euh, un des moyens les plus sûrs, entre guillemets, d'éliminer les parasites que les chèvres vont, vont ingérer au pâturage, c'est le labour. Et donc, si on a un système de prairie qui est inséré dans un parcellaire global de rotation, bah, il faut obligatoirement un peu plus de surface accessible que mes 4 ou 5 hectares, par exemple, que j'ai proposé, hein, parce qu'effectivement, qui dit pâturage dit quand même sur des surfaces qui sont accessibles autour des bâtiments d'élevage. Donc, en gros, hein, si on renouvelle les prairies euh, tous les 3 ans, ça veut dire que, bah, effectivement, il faudra prévoir autour de mon exploitation 33% de surface en plus. Donc, ça veut dire que pour mes 100 chèvres, avec des parcelles qui ont des rendements assez satisfaisants, hein, 7,5 tonnes de matière sèche par hectare, on est plutôt sur une moyenne bonne. Voilà. Si je fais un pâturage que le printemps, donc c'est-à-dire entre 3 et 4 mois, eh ben, il faut que je vais devoir faire passer mes chèvres sur environ 5 hectares. Pendant tout le printemps, elles vont utiliser 5 hectares. Et ça veut dire qu'il faut que j'ai de disponible autour de mes bâtiments aux alentours de 7 hectares. A contrario, si j'ai des possibilités, parce que le climat me le permet, que mes graminées poussent tout le temps, ou si j'ai des plantes estivales qui me permettent de faire passer l'été, si j'ai un pâturage plus long, hein, jusqu'à 6 mois, bah, effectivement, du coup, il me faudra une dizaine d'hectares de pâturables, et ça veut dire 13 hectares de surface accessible autour de l'exploitation. Donc, si j'ai pas ces surfaces-là, ça ne m'interdit pas de faire du pâturage. Ça veut simplement dire que il faudra que j'adapte mon pâturage ou dans la durée ou dans la durée quotidienne, le faire pâturer moins longtemps dans la journée pour que mes surfaces disponibles me permettent de rester quand même assez longtemps avec mes chèvres dehors. Alors, rapidement les différents types de pâturage et puis alors oui, on va peut-être commencer par ça parce que après je vais vous parler aussi pas mal d'herbes disponibles et donc il nous faut calculer un peu, estimer les quantités d'herbes disponibles sur pied. Alors je ne sais pas si vous utilisez ce genre d'outil. Alors voilà, c'est un herbomètre.
Vous voyez, donc en gros, vous tenez l'herbomètre par cette poignée, vous posez en fait ce plateau au sol qui va venir écraser un peu l'herbe et le plateau va faire monter cette réglette. Et là, ça va m'indiquer la hauteur d'herbe. Voilà. Hein, et la hauteur d'herbe, on a des abacs, hein, on a des tableaux de référence qui nous disent en fonction des régions, en fonction de la saison, en fonction des espèces végétales que l'on va mesurer, quelle quantité d'herbe j'ai de disponible par centimètre mesuré par mon herbomètre et par hectare. Pour le reste de l'exposé, on peut prendre comme repère que, en gros, quand on mesure notre disponible d'herbe sur une prairie avec un herbomètre, on part sur, en moyenne, en repère, à 200 kilos de matière sèche par centimètre et par hectare. Tout le monde n'a pas d'herbomètre, hein, c'est un outil que le technicien aime bien, que certains éleveurs ont, mais au moins ce que tout le monde a, c'est des bottes. Donc un autre repère pour mesurer aussi ces hauteurs d'herbe, on a fait des repères approximatifs qui nous permettent à peu près d'évaluer, et l'éleveur au fur et à mesure des mesures et euh, l'expérience venant, il aura plus besoin d'hermomètre et il sera tout à fait capable d'estimer le disponible dehors, rien qu'en traversant les prairies. Voilà. J'en reviens maintenant du coup à mes définitions un peu de pâturage. Bon, le pâturage tournant, en gros, il est défini comme ça. C'est des passages rapides de 2-3 jours, de 3-4 jours, pardon, sur des parcelles équivalentes entre 40 et 60 mètres carrés par chèvre, hein, dans lequel on va faire rentrer les chèvres à une hauteur entre 8 et 12 centimètres herbomètre, hein. Voilà. Et on va faire sortir les chèvres au plus tard à 6 centimètres lorsque les chèvres auront mangé entre ces 12 et ces 6 centimètres. Ça veut dire que on change ensuite de parcelle tous les 3-4 jours et il nous faut, en fonction de la vitesse de pousse, en fonction de la saison, il nous faut entre 5 et 10 parcelles en fait, hein, pour revenir et laisser le temps à la parcelle première d'avoir repoussé. Et l'idée, c'est que sur ce pâturage tournant, il y a obligatoirement un peu de zone de refus. Donc, on fait passer 2 ou 3 fois les chèvres. Et puis, donc, ça veut dire 2 ou 3 fois 30 jours à peu près, hein. Et ensuite, on va sortir les chèvres de ces prairies et faucher ou broyer les refus, hein, ou alors faire passer d'autres animaux. Pâturage tournant, c'est le pâturage qui, de mon point de vue, est le plus facile en fait pour se lancer dans le pâturage dans la mesure où ça nous permet à l'éleveur et aux techniciens de bien se rendre compte que les chèvres elles savent manger dehors et de bien voir qu'elles ont mangé et ça rassure un peu l'éleveur et le technicien. Euh, Pâturage, une autre technique de pâturage assez classique aussi, et aussi en vache laitière, hein, le pâturage raçonné, le pâturage au fil, ça veut dire que tous les jours, vous donnez une surface entre 10 et 20 mètres carrés, comme je vous le disais tout à l'heure, entre 10 et 20 mètres carrés par jour à chacune des chèvres, et puis vous avancez le fil dans la prairie. Aussi, un système assez facile pour évaluer ce qui reste à donner en fonction des refus que l'on peut voir, ce que les chèvres ont laissé ou est-ce qu'elles ont mangé tout ce qu'on leur a donné ce jour-là. Donc, le fil, on peut l'avancer 1, 2 ou 3 fois dans la journée. Et voilà. Et sur des très grandes parcelles, on préconise d'avoir un fil à l'arrière, en fait, hein, pour empêcher les chèvres de revenir sur les jeunes pousses qui auront repoussé au bout de 8-10 jours. Donc, voilà. Et on avance comme ça régulièrement le fil de quelques mètres de plus tous les jours.
Et voilà, bon, simplement un petit critère technique, voilà, il nous faut un front d'attaque où quelque part on puisse loger, entre guillemets, 3 chèvres par mètre. Donc ça me donne un peu une idée dans quel sens est-ce qu'on doit faire avancer le fil dans nos prairies. Et puis, pratique peut-être plus facile d'un point de vue travail, euh, mais qui est peut-être moins qui permet moins de valoriser la pousse de l'herbe, mais qui me semble plus compliqué en fait à gérer, c'est ce qu'on appelle le pâturage continu, où là en fait on est vraiment sur des parcelles assez grandes, vous voyez entre 500 et 1000 mètres carrés par chèvre, et puis on va simplement piloter la taille maximale de la parcelle en fonction de la hauteur d'herbe, quoi. Bon, cette technique-là est sans doute celle qui donne, qui a effectivement peut-être un peu moins de travail, hein. Il n'y a pas à bouger le fil tous les jours, il n'y a pas à changer de parcelle les chèvres, il n'y a pas à se poser la question de l'abreuvement à apporter ou pas. On en reparlera, ça, de l'abreuvement. Mais bon, d'un point de vue technique, ça me semble toujours un peu plus facile. Par contre, si à un moment, on le reverra tout à l'heure, mais au printemps, lorsqu'on va avoir des pousses d'herbe un peu plus importantes, on peut se poser la question de pas trop gâcher d'herbe, mais donc on préconisera sur un pâturage haut, si on est obligé de faire du pâturage alors que l'herbe est haute, de faire plutôt un pâturage plutôt du pâturage, comment dire, rationné, hein, même si le pâturage tournant est possible, hein, mais souvent sur les légumineuses, le pâturage se fait sur des plantes qui sont assez hautes. Excuse-moi, Et Vincent, par contre, oui, est-ce que vous voulez juste reprendre depuis le début de la diapositive parce qu'il y a eu un petit bug, là, on vous a perdu. ah, euh, Celle-là, on l'avait la- vu, mais le début au niveau de la topographie, là, on vous oui, avait perdu. pardon. Ah, excusez-moi. Oui, puis là, je vous vois plus, là. Donc, bon. Euh, oui, je disais les critères un peu pour choisir tel ou tel type de pâturage se fera vraiment en fonction, en premier lieu, de la topographie, hein, ou de la taille des parcelles. Si j'ai des petites parcelles ou si j'ai des parcelles qui, en gros, ne sont pas mécanisables parce qu'elles sont trop pentues, par exemple, bah, à ce moment-là, c'est plus facile de faire du pâturage tournant pour les valoriser. Voilà. Ensuite, en fonction de la hauteur d'herbe, si je me suis fait un peu dépasser par l'herbe, l'herbe a poussé plus vite que les chèvres ne l'ont mangé, et que je suis contraint d'aller sur des parcelles où l'herbe est haute, ce qui est le cas aussi assez fréquemment sur des légumineuses pures. Sur la luzerne, beaucoup d'éleveurs font plutôt pâturer de la luzerne quand elle est relativement haute. Et dans ces cas-là, on préconisera peut-être plutôt de faire du pâturage rationné au fil, pour moins gâcher en fait, hein, pour moins qu'il y ait de piétinement de la prairie. Surtout que, vous le savez bien, hein, dès lors que les chèvres ont commencé à piétiner un peu l'herbe, c'est rare qu'elles reviennent aller manger de l'herbe qu'elles auront souillée, quoi. Voilà. Et puis, quand on a des parcelles de prairies naturelles, bien souvent, et très hétérogènes, avec des plantes plus ou moins appétantes que les chèvres vont pas toujours bien aimer, c'est clair que le pâturage, là pour le coup, le pâturage continu est pas conseillé parce qu'on a plus de mal en fait sur des très grandes parcelles à faire en sorte que les chèvres mangent toute la surface de manière homogène. Auquel cas, elles vont toujours laisser
des surfaces de refus avec les plantes qu'elles aiment moins. Et on risque bien souvent d'avoir de plus en plus de refus qu'il va falloir traiter mécaniquement pour pouvoir faire en sorte qu'elles ne se développent pas trop ces surfaces moins intéressantes, quoi. Alors voilà. Bon, en, en gros, ce qui est intéressant en termes de nature d'herbe à pâturer, on a toujours demandé, mais quelle est la meilleure plante que les chèvres aiment? Alors effectivement, hein, les légumineuses, les chèvres préfèrent, hein, mais que ça soit au pâturage ou que ça soit en fourrage stocké, en rubané ou en foin. Euh, mais c'est vrai que si on arrive à avoir une diversité de types de prairies, on pourra aussi avoir une diversité et plus de souplesse dans la gestion de nos prairies au pâturage, hein. Donc, sur des prairies de prairies multi-espèces, hein, PME, prairies multi-espèces, avec de la luzerne, on pourra tenir effectivement un peu plus l'été. Voilà. Donc les associations, elles ont l'avantage d'être relativement souples et de permettre qu'il y ait toujours des fois quelque chose qui arrive à pousser. Beaucoup d'éleveurs aussi, hein, pour allonger les périodes de pâturage dans l'année, utilisent des cultures des cultures annuelles, hein. Donc voilà, le plus classiquement, c'est quand même le sorgho, ou ça va être aussi des choux ou du colza. Voilà. Euh, c'est développé, c'est pas mal développé aussi les intercultures, hein. Réglementairement, maintenant, on ne peut plus laisser de parcelles nulles l'hiver. Donc, c'est aussi des opportunités de pouvoir implanter des légumineuses ou des prairies, en fait, hein, de courte durée, mais qui pourront être pâturées entre l'automne et le début de printemps, lorsqu'on réimplantera les prairies de printemps ou les grandes cultures de printemps. De la même façon, on voit aussi de plus en plus la possibilité d'implanter du métail, donc mélange de céréales et de protéagineux, qui soit en fonction de l'état des stocks, en fait, hein, soit pourra très bien être utilisé en pâturage ou en stockage, en silage, en rubanage, sur du début de printemps, ou alors laisser aller à maturité de la graine pour être récolté ensuite plutôt l'été, quoi. Voilà. Bon. On peut aussi faire pâturer des un peu d'agroforesterie. Il y a eu quelques études qui ont été faites et puis on a aussi des connaissances avec le pastoralisme qui permet aussi de valoriser d'autres ressources comme les arbres, effectivement un petit peu. Voilà. Donc plus on aura une diversité d'espèces et plus on pourra sans doute gagner de la souplesse pour les éleveurs qui veulent faire un pâturage le plus long possible dans l'année. Voilà un peu les questions qu'on a à se poser quand on veut se lancer dans le pâturage. Voilà. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est en fait la gestion du pâturage au quotidien, c'est quoi? C'est organiser le rendez-vous quotidien en fait de l'herbe avec la chèvre. Alors, euh, on a notre chèvre à qui on va donner de l'herbe qui aura une plus ou moins bonne qualité et puis un stade appétant, pas appétant, aussi en fonction du climat. Et puis ces chèvres, on va les mettre dehors plus ou moins longtemps dans la journée et on va leur donner plus ou moins de surface en fonction de la disponibilité que l'on a. Aussi en lien avec la gestion du parasitisme qu'on aura à faire. Et donc, ça va obligatoirement donner euh, sur la chèvre des besoins de complémentation et en concentré ou en fourrage à l'auge. Et on adaptera du coup aussi, on s'adaptera plutôt au comportement un peu naturel de la chèvre pour permettre d'essayer de valoriser au maximum les prairies qu'on va lui donner. Le tout en essayant d'éviter les parasites. On le reverra tout à l'heure, mais il est à peu près illusoire hein, de, de penser que on peut faire du pâturage sans jamais être embêté par le parasitisme en caprin. Voilà. Donc ça nous donnera plus ou moins d'ingestion d'herbes, plus ou moins d'herbes de qualité, et donc une production laitière satisfaisante. Voilà.
Alors, voilà un peu les 3-4 points sur lesquels on peut un peu zoomer, c'est voilà, regarder un peu quels sont un peu les principes qui doivent nous faire fonctionner sur le pâturage. Euh, ju- et ça justifiera un peu les concepts ensuite et les règles qu'on va essayer de se donner pour gérer le pâturage au quotidien. Et puis on regardera ensuite effectivement ce qu'il y a à apporter à l'auge et la gestion de ces apports à l'auge en fonction de ce qu'on a dehors, quoi. Et puis on parlera à la fin de la gestion globale des parcelles, avec cette notion de bloc de parcelles qui est une manière préventive d'essayer de gérer le parasitisme en capre. Alors, Euh, si, pour ceux qui pâturent pas, hein, mais qui voudraient se lancer, ouvrir la porte de la chèvrerie et puis me donner un accès libre aux chèvres va faire qu'elles vont souvent et tout au long de la journée faire des allers-retours entre l'intérieur de la chèvrerie et puis l'extérieur pour aller explorer un peu ce qu'on leur propose. Donc, une règle d'or, entre guillemets, déjà pour commencer quand on veut véritablement faire du pâturage de manière importante, entre guillemets, on enferme les chèvres dehors. On fait en sorte que les chèvres soient bloquées dehors, qu'elles n'aillent pas perdre, entre guillemets, du temps à aller faire des allers-retours entre la chèvrerie et la parcelle qu'on leur a affectée. On l'a dit tout à l'heure, on essaye de pâturer une herbe entre 8 et 12 centimètres. Et puis, on sort les chèvres lorsque elles ont mangé jusqu'à une hauteur de 6 centimètres, toujours mesurée à l'herbomètre, hein. Quand je dis 6 centimètres, ce sera, enfin, quand je donne des mesures, ce sera toujours avec ce repère herbomètre. Alors pourquoi 6 centimètres? Parce que bah, les essais de la ferme du Pradel ont montré qu'en dessous de 6 centimètres, effectivement, la chèvre peut aller manger de l'herbe de manière plus rase, mais c'est plus compliqué, c'est plus difficile euh, à, à ingérer de l'herbe plus rase. À chaque bouchée, il y a moins d'herbe ingérée, et donc en fait, on perd du temps, en fait, on maximise pas le temps disponible des chèvres pour manger. À l'INRA à l'INRA de Medjussomme, en Bretagne, près de Rennes, bon, ils ont montré que on pouvait effectivement descendre plus bas malgré tout, jusqu'à 4 centimètres d'auteur herbomètre, et que c'est effectivement en dessous de ces 4 centimètres-là que la production laitière était vraiment un peu limitée, un peu réduite, lorsqu'on oblige la chèvre à perdre du temps et à se déplacer et à aller de plus en plus bas pour manger. Tout en sachant, hein, vous voyez un peu ce dessin, que euh, malgré tout, la chèvre est quand même normalement plutôt un animal cueilleur en fait qu'un animal brouteur, contrairement aux moutons. Et donc, effectivement, il faut qu'elle apprenne à pâturer. C'est pas spécialement ce qu'elle préférerait faire d'un prime abord. Euh, Autre chose aussi à prendre en compte quand on veut réfléchir aux modalités du pâturage qu'on veut mettre en place, c'est quand même avoir en tête que la chèvre, en fait, elle a un appétit qui, entre guillemets, va être variable au cours de la journée, avec du coup des périodes clés où on peut maximiser l'ingestion des chèvres. Euh, Tôt le matin, tard le soir, en tout cas tant qu'il fait clair, elles vont avoir toujours des pics importants d'ingestion. Ça, c'est des choses qui ont été un peu mesurées et observées au Pradel à la fin des années 90, hein, en fonction à la sortie des chèvres au pâturage autour de 8 heures, hein, au bout d'une heure, on se rendait compte que 100% des chèvres étaient en train de manger. Donc là, on avait un repas important, hein. On avait ensuite un deuxième repas important en fin d'après-midi avant de les rentrer à la chèvrerie pour la traite. Et le fait de les ressortir 3 heures après la traite du soir, on se rend compte d'une ingestion importante
des chèvres en soirée. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont capables sur 3 heures d'accès à l'herbe dehors à manger le tiers de leur ration quotidienne en fait. Voilà. Et puis évidemment, des repas secondaires un peu moins importants sur le reste de la journée. Donc, quand même, euh, la sortie au pâturage tôt le matin, par exemple, et puis surtout, peut-être un intérêt non nul du pâturage le soir. En tout cas, c'est ce que moi, personnellement, j'ai beaucoup dit aux éleveurs. Ça pouvait être intéressant si on voulait faire du 100% pâturage, de vraiment mettre toutes nos chances de notre côté en mettant les chèvres encore dehors après la traite du soir. Euh, bon, le pâturage de nuit, c'est évidemment sans doute des choses à faire. En tout cas, l'été, lorsque par forte chaleur, les chèvres sont aussi bien dehors que dedans. Et en tout cas, elles se lèvent plus tôt que nous pour pouvoir aussi ingérer tôt le matin, quoi. Alors, les chèvres, elles aiment bien aussi le changement. Elles se lassent vite de ce qu'on leur donne. Donc, c'est vrai que bien souvent, tout à l'heure, je vous disais, peut-être avancer des fois le fil 2 ou 3 fois par jour. On voit des éleveurs qui aussi, pour relancer l'ingestion, change de parcelle entre les deux traites et puis et lorsqu'ils ressortent les chèvres le soir après la traite, ils relancent l'ingestion en mettant les chèvres sur les nouvelles parcelles, quoi. Voilà. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir en tête que changer les parcelles plus fréquemment permet aussi de relancer de l'ingestion. Peut-être à faire plus, fré- plus, plus souvent, peut-être lorsqu'on est sur des prairies de qualité moindre, où là, ça peut motiver les chèvres à venir remanger. S'il y avait un chiffre à retenir par rapport à, c'est toujours la question qu'on se pose, hein, c'est combien de temps, enfin, quelle quantité d'herbe la chèvre elle mange dehors. Alors effectivement, on peut mesurer avec un herbomètre avant de les mettre dehors et puis le soir en les rentrant. Ça peut nous donner une idée. Bon, il y a des gens qui l'ont fait, donc autant se servir de ce qu'ils ont observé. Et en gros, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une chèvre mange à peu près 300 grammes d'herbe dehors et par heure. Lorsqu'on leur donne de l'herbe de manière non limitante, donc lorsqu'on est à plus de 6 centimètres herbomètre, les chèvres sont capables de manger en moyenne 300 grammes de matière sèche. Je voulais montrer sur le planning de la journée avec les chèvres ne font pas que manger tout au long de la journée. En fait, elles passent en moyenne 70% de leur temps à pâturer. Donc, ce qui veut dire que si on veut les faire manger 2 kilos de matière sèche uniquement au pâturage, eh ben, ça veut dire que, il faut qu'on les fasse, qu'on leur donne accès au pâturage pendant 10 heures pour qu'elles puissent y manger 70% de ces 10 heures, donc pendant 7 heures, et à un rythme de 300 grammes, on atteint nos 2 kilos de matière sèche environ, qui, que l'on espère les faire ingérer. Ça, c'est un repère qui peut nous dire, qui peut nous aider lorsqu'on se dit, bah, tout compte fait, mes chèvres, je vais plutôt les sortir que 4 heures. Donc, bah voilà, à 4 heures, ça veut dire que, en gros, elles vont peut-être pouvoir manger 1 kilo de matière sèche seulement. 1 kilo, 1 kilo 2 de matière sèche, et je me base là-dessus pour savoir quelle quantité de fourrage je vais avoir besoin d'apporter à l'auge en complément. Alors, c'est ce que j'ai longtemps dit, que en gros la chèvre mangeait 300 grammes par heure et donc il fallait sortir 10 heures, parce que dès lors qu'on dit sortir 10 heures, automatiquement, en tout cas dans le système avec des traites à 8 heures du matin et puis en gros ou à 7 heures du matin, peu importe, mais et avec un écart entre les deux traites de 8 à 9 heures, ça veut dire que lorsque l'on veut faire du pâturage de plus de 10 heures, eh ben, ça veut dire qu'on est bien souvent obligé de pâturer aussi après la traite. Donc ce qui veut dire, si on veut rentrer les chèvres la nuit, ça veut dire qu'on est obligé de faire quand même pas mal d'allées et venues
entre la prairie et les bâtiments. Donc, à Mejusom, à l'INRAE, ils ont testé d'essayer de regarder si on peut apprendre aux chèvres qu'elles vont pâturer moins longtemps. Et ils ont effectivement observé qu'en les faisant pâturer et en leur apprenant à se souvenir en fait qu'elles vont pâturer peu de temps, et ben tout compte fait, les chèvres passent plus de temps à manger et passent non pas 70% du temps, mais 90 ou 95% du temps, parfois, à manger. Et du coup, elles arrivent à ingérer tous leurs besoins au pâturage en simplement 8 à 9 heures de pâturage. Donc, c'est ce que vous voyez là, hein, c'est les deux essais qui sont ici orange et bleu. Vous voyez que ils ont fait des essais, hein, ils mettent les chèvres pendant 8 heures au pâturage, elles font à peu près 3 kg 4, 3 kg 5 de production laitière. Ils les mettent 3 heures de plus et on a gagné 100 grammes. Hein, en gros, ils avaient gagné 25 grammes de lait par heure de plus au pâturage. Alors que ce qui avait été observé en Ardèche, on était plutôt quand même sur, et là c'est ça qui justifiait les préconisations de mettre les chèvres aussi en pâturage le soir, parce qu'ils avaient montré qu'en passant de 7 heures à 10 heures d'accès au pâturage, et ben en fait, on gagnait quasiment presque 100 grammes de lait par heure de plus au pâturage. Sur le terrain, j'ai jamais réussi en fait avec des éleveurs à essayer de faire ça. On avait un peu trop peur toujours de trop perdre un peu en lait. Donc bon, c'est en tout cas il y a cette notion qu'on peut réussir à apprendre aux chèvres, à les contraindre et à se rendre compte que elles vont passer moins de temps dehors, donc qu'elles se dépêcheront du coup d'ingérer plus vite dans la journée. Alors, ça, c'est un des deux, trois graphiques les plus forts, en fait, lorsqu'on veut se lancer dans le pâturage. C'est pour se dire euh, en fait, la première chose à faire si on veut que les chèvres mangent beaucoup dehors, c'est leur donner peu à l'intérieur. C'est un peu la palisse, mais là, vous voyez sur ce graphique, la quantité de fourrage que les chèvres mangent en moins en fonction de la quantité de concentré qu'on donne aux chèvres. Là, ici, on donne, voilà, quand on donne pas de concentré aux chèvres, ici, en gros, on voit que les chèvres, elles mangent, voilà, 1,6 kg, 1,7 kg. Voilà. Si à chaque fois qu'on va rajouter des quantités de concentré qu'on va redonner aux chèvres, elles vont réduire leur quantité de fourrage ingéré. C'est logique, il y a de la place à prendre et on a une substitution qui peut être assez forte. Donc, quand même, quand on a ça en tête, il faut quand même bien se dire que si on veut que les chèvres mangent beaucoup dehors, il faut vraiment réduire l'apport de concentré. Ça sera intéressant techniquement parce que notre but c'est de donner à manger aux chèvres dehors. Et puis ça sera aussi intéressant d'un point de vue sanitaire parce on risquera moins les risques d'acidose et d'entéro qu'on pourrait avoir. Ça, c'est pour donner un peu la même information. Vous avez ici, sur le premier graphique, un essai où en fait on a donné à des chèvres qui sortaient entre 8 et 9 heures par jour, soit pour un lot de 100 grammes de concentré, soit pour un autre lot, 1,3 kg de concentré. C'est des mesures qui ont été faites en avril et 2 fois en mai, voilà. Et là, vous avez en ordonnée ici le temps où on voit les chèvres manger. En fait, hein. Combien de temps est-ce qu'elles passent sur ces 8 à 9 heures de pâturage? Combien de temps est-ce qu'elles passent à ingérer? Quand on donne 200 grammes de concentré, en avril, en mai, on trouve la même chose. Sur les 8 à 9 heures où elles sont dehors, elles passent 360 minutes, donc 6 heures, à manger. Alors que si je leur donne 1,3 kg de concentré, en fait, on voit qu'elles passent à peine 5 heures, euh, 5 heures du temps de présence au pâturage à ingérer. Donc, on a là aussi, en fait, l'apport de concentré fait que les chèvres, tout compte fait, ben, quelque part, c'est un peu logique, elles ont moins faim et elles baissent moins la tête pour ingérer de l'herbe dès lors qu'on les met dehors.
Et c'est pareil, hein, lorsqu'on passe 10 à 11 heures de pâturage, toujours sur ces mêmes périodes, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. 10 à 11 heures de pâturage, les chèvres, elles passent 7 heures à manger avec 280 grammes de concentré, alors que lorsqu'on leur en donne 1,3 kg, eh ben, en fait, on voit que le temps passé à ingérer se réduit largement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Souvent, quand on veut se lancer dans le pâturage, on a un peu peur de la baisse de lait en mettant des chèvres dehors. Donc, du coup, on a plutôt des fois tendance à dire, bah, je vais quand même garder un apport de concentré important. Et en fait, c'est peut-être contre-intuitif, mais on va vraiment contre une bonne ingestion des chèvres dehors si on leur donne trop de concentré à l'intérieur. Et puis, pourquoi donner des concentrés, en fait? Là, sur ce graphique, vous avez la réponse laitière mesurée il y a 30 ans maintenant, hein, au Pradel. Vous avez ici sur une distribution, enfin, sur un pâturage d'herbes de bonne qualité. Alors, herbe de bonne qualité, il a été défini comment? Il a été défini que quand on faisait des poignées et qu'on regardait la proportion de feuilles et de tiges que j'avais sur ma prairie, herbe de bonne qualité, on va considérer que j'ai 80% de feuilles, hein, et 20% de tiges au maximum. Donc, on voit que lorsqu'on augmente la quantité de concentré distribué aux chèvres, effectivement, quand je passe de 300 grammes de concentré à 800 grammes de concentré à peu près, je vois ma production laitière qui monte, hein. On passe de 4 litres 7 dans cet exemple-là à 5 litres. Mais on voit qu'au bout du compte, à plus de 800 grammes de concentré, quand j'ai de l'herbe de bonne qualité, euh, à chaque fois que je vais augmenter ma quantité de concentré à mes chèvres, en fait, la production laitière va pas augmenter. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de cette quantité-là, on a une substitution totale, presque, hein. Et à chaque fois qu'on va donner 100 grammes de concentré en plus, les chèvres vont manger 100 grammes d'herbe en moins. Et une herbe feuillue au printemps de bonne qualité, c'est de la valeur, c'est la valeur d'un aliment d'une chèvre laitière. Donc, euh, c'est c'est- c'est inutile de donner des concentrés de manière importante quand on a de l'herbe de bonne qualité. Par contre, effectivement, on le voit bien, hein, si on est sur une prairie plutôt de moins bonne qualité, donc bah, peut-être plus avancé en termes de stade, hein, avec simplement 20% de feuilles. Là, on observe toujours une légère augmentation de la production laitière dès lors que l'on augmente la quantité de concentré. Donc, on voit par là l'enjeu important d'avoir une herbe la plus feuillue possible et l'intérêt de jouer là-dessus pour baisser aussi et avoir un intérêt économique à passer sur un système pâturage. Voilà, donc de manière un peu, là aussi peut-être un peu contre-intuitive, parce que bien souvent, on a souvent adapté au caprin ce qu'on voyait en vache laitière, hein. Il y a toujours eu beaucoup plus d'études qui ont été faites sur les vaches laitières, et les discours des fois un peu rapides qu'on peut donner en vache laitière, on les a adaptés sans sourciller au caprin. Et par exemple, bon. On dit du coup sur le terrain qu'il fallait absolument donner du fourrage le matin à l'auge avant que les chèvres sortent pour qu'elles aient un tapis fibreux dans la panse, etc. Au bout du compte, il est clair que si on donne du fourrage, du bon fourrage, qui plus est, à l'intérieur en chèvrerie avant de faire sortir les chèvres, ben, elles vont avoir déjà un peu la panse un peu lestée, elles seront encore moins motivées pour aller pâturer. Donc, s'il y a du foin à donner, il faut vraiment réserver cette distribution de fourrage le soir, en fait, à la rentrée en chèvrerie. Et ça nous permettra, à la limite, alors, soit de complémenter, parce que de toute façon, on n'a pas mis assez d'herbe à disposition dehors, soit au moins de mettre un petit peu de fourrage, qui nous permettra de vérifier que les chèvres ont mangé assez quand elles ont été dehors.
Et puis, bah, ça veut dire que on doit pouvoir accepter, si on donne une quantité modérée de concentré avant qu'elles sortent, il n'y a aucun risque spécialement métabolique à craindre dès lors que elles vont manger assez rapidement de l'herbe qui, malgré tout, les fera quand même ruminer, quoi. Donc, voilà. Simplement se dire, lorsqu'on est sur du plein pâturage, hein, donc a priori on estime que les chèvres ne devraient pas avoir de complémentation à l'auge, c'est simplement ça comme repère de point de vigilance à avoir, c'est que si le matin on arrive et que les auges sont vides, on peut se dire que sans doute on n'a pas donné assez de surface aux chèvres dans la journée au pâturage. Voilà. Alors, on a dit, si on veut faire manger à nos chèvres aux alentours de 2 kilos, hein, si on se met dans un objectif, admettons, qui n'est pas obligatoire, hein, mais plus facile pour mon calcul, si on veut se donner un objectif de faire manger aux chèvres 2 kilos de matière sèche, en fait, comme pratique, peut-être qu'on arrivera à, à moduler ça plus tard, mais euh, pour l'instant, on est assez libéral en fait, et on accepte un peu de refus dehors, et on se dit que tout compte fait, ce qu'on veut, c'est que les chèvres puissent faire le maximum de lait avec du pâturage. Donc pour ça, on accepte un peu de refus. Et effectivement, pour être sûr qu'elles aient suffisamment à manger dehors, on se donne comme règle, entre guillemets, de donner une fois et demie l'ingéré que l'on espère faire aux chèvres. Et donc ça veut dire que si je veux les faire manger 2 km matière sèche, au bout du compte, il va falloir que je leur offre chaque jour 3 kilos d'herbe accessible avec donc à plus de 6 cm thermomètre. Alors ça veut dire qu'on va peut-être gâcher, effectivement. On va peut-être pas valoriser très bien les surfaces. On va peut-être faire un peu moins de lait à l'hectare, entre guillemets. Euh, je me dis que sans doute quand même, en faisant ça, on maximise un peu sans doute le potentiel laitier des animaux. Et puis quand même, aussi, je pense que ça participe un petit peu à une faible mesure peut-être, mais à une meilleure gestion du parasitisme en ne faisant pas raser trop les chèvres. Alors, on l'a dit, voilà, ça pose question, cette histoire d'habitude alimentaire des chèvres en leur faisant réduire un peu le temps d'accès au pâturage. Mais en gros, un peu la règle que moi, aujourd'hui, je donne encore aux éleveurs, hein, c'est de dire, voilà, si on pâture entre 9 et 12 heures de pâturage, on est à peu près sûr que 100% de la gestion pourrait être fait à l'extérieur, quoi. Et par contre, entre deux traites, en fonction du temps disponible dehors, eh ben, il faudra sans doute adapter la complémentation concentrée, certes, mais aussi la quantité de fourrage distribué à l'eau. Voilà un peu pour, pour ce premier point. Voilà les quelques repères euh, de temps d'accès à l'auge, de quantité qu'on peut estimer que les chèvres mangent par heure, et puis surtout la notion de limiter de manière forte les concentrés et les fourrages, les distributions de fourrage si on veut que les chèvres mangent au maximum dehors. Bon, on l'a dit tout à l'heure, voilà, quand on est sur de l'herbe qui est très feuillue, hein, avec 85 ou 90% de feuilles, on est, vous voyez, sur les valeurs énergétiques ou sur les valeurs azotées, sur les besoins classiques pour faire du lait, et c'est les valeurs d'une chèvre laitière d'un complément concentré moyen qu'on va donner aux chèvres. Donc, on n'a pas intérêt à donner trop de concentré, puisque ça veut dire qu'elles mangeront moins de fourrage qui apporterait autant que ce concentré. Par contre, effectivement, quand on est sur de l'herbe un peu moins riche, mais effectivement, en termes de valeur, on descend très vite. Et donc, on a intérêt à sans doute essayer d'éviter d'apporter des fourrages de ce type, ou alors on sera contraint de maintenir un apport de concentré important. En tout cas, voilà. C'est peut-être un peu la palisse, un peu des évidences, mais plus l'herbe est jeune, en fait, moins la chèvre, au bout du compte, mangera de foin, hein. Et puis, sa vitesse d'ingestion, plus l'herbe est de bonne qualité, et plus sa vitesse d'ingestion aussi est forte, quoi.
Voilà. Donc, le stade à viser, on l'a un peu dit hein, tout à l'heure, hein. Sur de l'herbe feuillue, on va chercher, sur la graminée, on va chercher à faire un pâturage entre 6 et 12 centimètres. Et puis, sur la légumineuse, euh, alors là, pour le coup, en légumineuse, on peut pas utiliser les herbomètres hein, pour mesurer les densités d'herbes. Mais voilà, sur les légumineuses, le repère, c'est plante mesurée sur toute sa longueur. Entre 20 et 40 centimètres, on est déjà sur de l'herbe de très bonne qualité à ce moment-là. Bon, ça, c'est les graphiques que vous imaginez, mais on voit qu'en fonction des espèces qu'on a ici, de graminées ou de légumineuses, que rapidement, quand même, quand on compare la valeur énergétique entre un stade vert végétatif bien feuillu et puis un stade jusqu'à la floraison, on voit qu'on perd 30% de la valeur énergétique hein, sur chaque kilo de matière sèche que la chèvre va manger. Et pareil, hein, sur les aspects, sur l'évolution de la matière azotée du fourrage, hein, on voit que quand même, on l'a pas toujours bien en tête, mais l'herbe de printemps très feuillue, on est sur une plante qui fait plus de 20% de matière azotée, quoi. Donc quand même une plante très riche. Et puis effectivement, dont la valeur baisse rapidement là aussi, hein, peut être divisée par plus de 2, hein, voire divisé par 3 lorsqu'on est sur un stade très avancé après la floraison des graminées. Donc effectivement, l'enjeu de la maîtrise de la qualité de l'herbe est une phase clé importante de la réussite du pâturage. Les apports à l'eau, voilà, ça va dépendre, ben, effectivement, euh, de, du stade de lactation de mes chèvres, donc de leurs besoins, en fait, hein, leurs besoins, du temps que j'ai à disposition à les mettre dehors, de la qualité et de la quantité d'herbe aussi que j'ai à leur mettre dehors, et puis, effectivement, aussi un petit peu, quelque part, du climat, quoi. Ça, c'est voilà, un tableau un peu récapitulatif. Je ne vous l'ai pas dit, mais pas mal de graphiques que je vous présente là, ou de tableaux que je vous présente sont issus du guide du pâturage qu'on a édité au niveau de l'Institut de l'élevage et qu'on a écrit avec pas mal de conseillers de terrain. Voilà. Donc, pas mal de ces éléments sont issus de ce bouquin. C'est un bon résumé de ce qu'on s'est dit sur, d'une part, les apports à l'auge à faire en complément du pâturage, hein. Euh, voilà, si on veut, c'est comme ça qu'il faut le lire, hein, si on veut pâturer 100%, enfin, si on veut que les chèvres ingèrent 100% de leur fourrage par le pâturage, ça veut dire, de mon point de vue, qu'il faut que les chèvres aient un accès au pâturage et entre les deux traites et après la traite du soir. Il faut qu'on évalue, qu'on leur propose au moins 3 kilos de matière sèche par jour pour espérer qu'elles en mangent 2 kilos. Voilà. Et la complémentation concentrée, on l'a dit, entre 800 grammes et 1 kilo sera normalement suffisante pour garder un bon niveau de production, hein. On peut faire tout à fait plus de 1000 litres de lait au pâturage, hein. Et puis, le foin, si on est sur du 100% pâturage, la complémentation en foin à l'auge le soir, elle est elle n'est pas nécessaire d'un point de vue alimentaire. À la limite, elle nous sert simplement d'alerte. Si on voit que le foin, effectivement, elle le mange, c'est sans doute qu'on a mal évalué le disponible qu'on leur a mis dehors. Voilà. Et puis, ben, vous avez là, quand je suis en 100% pâturage, et puis lorsque tout compte fait, parce que j'ai pas beaucoup de disponibilité de surface, parce que je suis sur plutôt un début de pâturage, et donc mes chèvres, il faut que je fasse un peu de période de transition, donc elle ne reste que 4 heures l'après-midi pour l'instant dehors. Et à ce moment-là, effectivement, on peut adapter, comme c'est présenté dans ce tableau-là, les complémentations qu'on a à faire à l'auge, et, que ça soit en foin ou que ça soit en concentré. En gros, repère, voilà, quand j'ai des chèvres à 800 millilitres de lait, normalement, 800 à 1 kg de concentré par chèvre ne limitera pas la production laitière, bien au contraire, permettra de laisser bien de la place aux chèvres pour pouvoir ingérer
tant qu'on leur donne de l'herbe de qualité. Bon, ça c'est sous forme graphique, ça vous redonne un peu la même chose. Vous avez ici sur cette courbe en fait ce qu'on peut espérer comme ingestion au pâturage, hein, et puis donc en fonction du temps d'accès au pâturage, la quantité en gros de fourrage qu'il faut que j'apporte à l'auge, hein. Si je suis entre du pâturage à peu près d'une demi-journée de 4 heures, je peux espérer à peu près 40% d'ingestion au pâturage, donc ça veut dire qu'il faut que j'apporte encore 1,2 kg à peu près de foin à l'intérieur. Voilà un peu pour ces notions d'auge et les notions de complémentation. Les mots-clés, c'est vraiment la limitation des quantités de concentré et l'adaptation en fait de ce qu'on va apporter à l'auge en fonction du temps, essentiellement, du temps qu'elles auront eu pour être dehors. Alors, là, je vais passer sur une notion un peu plus récente, qui est la notion de bloc, en fait. La notion de bloc, c'est ce qui a été imaginé pour proposer une méthode un peu préventive aux troubles parasitaires qu'on peut avoir. Euh, donc, ce qu'on propose, c'est l'utilisation de blocs, de pâturage par bloc. Alors, par définition, du coup, le bloc, c'est un groupe de parcelles qu'on va utiliser sur une période ramassée de 2-3 mois, sur lesquels les chèvres vont donc faire 2, 3, 4 peut-être passages. Et puis, dès lors que les chèvres sortent de ce bloc, ces parcelles, ce bloc de parcelles sont mises en repos, sont utilisées seulement en fauche ou sont pâturées par des bovins ou des équins dont les parasites, pour l'instant, ne sont pas les mêmes, en tout cas que les chèvres. Donc, quelque part, faire du pâturage avec des vaches derrière un pâturage de chèvres permet aussi d'éliminer un petit peu nos strongs. Donc là, vous voyez un schéma très théorique, hein. Voilà, je sors mes chèvres à peu près au 1er avril. Je vais utiliser un premier bloc de parcelles. Alors, chaque petit losange ou chaque petit carré, c'est mes 3-4 jours que je vais passer dans cette première parcelle, hein. C'est mon circuit de pâturage, en fait. Donc, on va faire pâturer pendant 3 mois dans ce cas-là. On va faire pâturer pendant 3 mois sur ce premier bloc de prairies, pendant lequel on va tourner en fonction de la pousse de l'herbe et des hauteurs d'herbe. Pendant ce temps-là, mon bloc d'été, hein, bah, il aura peut-être été fauché en enrubanage, ou peut-être on aura eu un foin précoce qui a permis de, 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 de faire une première fauche et de mettre nos chèvres dans ce bloc d'été lorsque on aura de l'herbe de bonne qualité et feuillue à leur proposer. Donc là, voilà, ça sera, comme je vous disais tout à l'heure, fin juin, début juillet, mon printemps, quoi. Voilà. Et ça sera un nouveau bloc. Donc, a priori, des parcelles saines, hein, sur lesquelles les animaux n'auront pas été depuis longtemps. Donc, euh, on peut du coup espérer limiter comme ça le transport de parasites du premier bloc vers le deuxième, hein. Donc, soit on a des animaux peu infestés et à ce moment-là, on les change, on les met sur le deuxième bloc, ou alors, si on a des animaux qu'on trouve très infestés au moment changement de bloc, il faudra se poser la question de faire un traitement, de faire un traitement curatif. Et puis, voilà, on utilise notre deuxième bloc et on passe à l'automne à un troisième bloc sur lequel les chèvres n'auront pas été de l'année encore. Donc, ça veut dire que sur ce bloc-là, on aura fait peut-être sans doute ici une première coupe et puis d'enrubanné ou de foin, et puis ici une deuxième coupe peut-être de foin. Bien souvent, dans la pratique, hein, ce qu'on observe, c'est que à l'automne, bien souvent, on voit les chèvres qui reviennent sur le premier bloc, en fait. Euh, bon, c'est aussi un souci de disponibilité aussi des parcelles. Et
Après tout, on n'est pas obligé d'être trop strict si tant est que on arrive à maîtriser nos soucis de parasitisme. Mais voilà, si je suis très embêté par le parasitisme sur mon exploitation, sans doute faut-il être assez strict sur le respect un peu de cette gestion des blocs qui sont une façon aussi préventive d'éviter ces soucis. Et l'avantage, c'est ça. L'avantage, c'est que sortant de ce premier bloc, tout compte fait, il va y avoir 9 mois pendant lequel je vais avoir et de la sécheresse l'été, donc pendant lequel je vais avoir et du gel l'hiver, en espérant qu'il n'y ait pas trop de neige qui protégerait un peu les strongles peut-être, pour profiter de la sécheresse et pour profiter du gel, pour éliminer un peu de strongles sur mes parcelles, quoi. Voilà un peu cette notion de bloc. Alors là, je vous montre un exemple. Alors c'est un planning de pâturage d'un cas réel, hein, d'un troupeau caprin que j'ai suivi pendant quelques années. C'est un troupeau de 250 chèvres sur lequel vous voyez, voilà, les chèvres, vous voyez, là, c'est l'ensemble des parcelles qui sont utilisées sur l'exploitation. Vous voyez, elles ont commencé le pâturage fin mars sur une prairie de multi-espèces d'un hectare et demi pendant 3 jours en fait, hein. Et puis ensuite elles sont passées un peu sur Aigra, ensuite sur du dactyle. Voilà, elles ont passé 10 jours sur du dactyle. Alors, dans cet élevage-là, c'était en fait avancé au fil, hein. Voilà, puis ensuite elles repassent sur le Aigra, elles reviennent sur le dactyle, etc. Ça, pendant les 3 premiers mois, hein, avril, mai, juin. Là, ben, en juin, en fin mai, quand même, on a une pousse qui est forte, hein. Là, c'est vraiment là où on peut avoir des pousses d'herbes qui sont le triple de ce qu'on voit en début d'avril. Donc, on se fait un peu dépasser par l'herbe. Donc, là, il y a une partie de la parcelle qui a été écartée. Du coup, pour faire un peu de fauche. Pendant ce temps-là, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les luzernes ici, l'éleveur a fait une première fauche de luzerne sur ces trois parcelles, pour pouvoir ensuite, fin juin, ici début juillet, réintégrer ces parcelles de luzerne dans le circuit de pâturage des chèvres. Donc on avait ici un premier bloc, voilà, qui représente 6, 11, 16, 17 hectares là, pour nos 240, 250 chèvres. Donc elles ont utilisé pendant 3 mois un premier bloc de parcelles. Et puis après une première fauche, le deuxième bloc de parcelles a été utilisé pour les chèvres. Donc là, elles ont utilisé essentiellement 12 hectares, 12 hectares de luzerne, hein, sur lesquels elles sont restées, tout compte fait. Là, c'est un exemple assez classique où, quand on est sur de la légumineuse, bien souvent, les chèvres, elles aiment assez bien, donc il y a un peu moins de dégoût que ce qu'on peut observer sur des prairies de graminées. Et les chèvres, tout compte fait, tant que d'un point de vue parasitisme, on n'est pas trop embêté, on peut se permettre de les laisser assez longtemps et une bonne partie de l'automne toujours sur ces prairies de luzerne. Voilà un exemple un peu de gestion par bloc, hein. Ça veut dire qu'on va revenir sur les parcelles du premier bloc l'année suivante. On aura fait en fait une, voire deux fauches. Donc, c'est les fauches aussi qui vont sans doute nous permettre d'éliminer les strongles, hein. Donc, plus on pourra faire des fauches, plus on mettra ou du soleil ou du gel vers ces strongles, et plus on a des chances d'assainir quelque peu les parcelles. Bon, la règle de la gestion de bloc, c'est ça, c'est on ne revient pas sur un bloc quand on en est sorti, voilà, normalement, voilà. Et puis surtout, à chaque changement de bloc, on fait une copro. On fait une coproscopie, on mesure quel est mon niveau d'infestation ou pas, pour réagir et pour savoir si il faut que j'adapte ma stratégie et ma gestion du pâturage en fonction de ça, et si nécessaire, devoir, par exemple, faire un traitement le cas échéant. Et si l'ensemble de mes blocs, entre guillemets, sont pollués, peut-être que la seule solution, ça sera de dire, eh ben, pour cette année, j'arrête le pâturage peut-être. Voilà. Alors, pâturage de printemps.
On démarre et c'est vraiment sur le printemps qu'on a le plus de difficultés, hein, parce que je le disais tout à l'heure, on va passer d'une période où on n'a pas de pousse d'herbe. En mars-avril, chez nous, l'herbe va pousser à hauteur de 30-40 kilos de matière sèche par jour et par hectare. Et puis avril-mai, on va avoir des pousses qui vont être multipliées par deux ou trois. Donc on va devoir à un moment gérer du trop d'herbe en fait, hein. Donc c'est ça un peu qui est un peu plus compliqué. Bon, quand est-ce qu'on sort les chèvres? En gros, voilà, il y avait des préconisations qui étaient de dire dès lors que le réveil de la plante s'est fait, donc dès lors qu'on a atteint les 300 degrés en additionnant les températures à partir du 1er janvier, bon voilà, on peut lancer le déprimage. En gros, quand même, dès qu'il fait plus de 5 degrés, les chèvres sont tout à fait capables de rester dehors dans la journée. Et puis, dès lors que surtout on a du stock sur pied, qu'on a atteint nos 6-7 centimètres, c'est bien que les chèvres, de ne pas attendre que les chèvres, qu'il y ait trop d'herbe pour se lancer au pâturage. On améliorera on diminuera les risques sanitaires, métaboliques de la sortie au pâturage si on dit que les chèvres, en fait, sont dehors et qu'elles attendent que l'herbe pousse, en fait, hein. Ça aide à faire une transition. Alors évidemment, il ne faut pas les laisser toute la journée sur une herbe à 3 cm herbomètre, mais ça veut dire qu'on les laisse simplement pendant quelques jours, pendant 3-4 heures, et puis ensuite on va augmenter régulièrement un peu la durée de temps d'accès au pâturage en même temps que l'herbe pousse. Voilà un peu en principe ce qu'on peut préconiser. Voilà, si je sors au 1er mars, eh ben, je sors d'abord 2-3 heures et puis ensuite, rapidement, je passe sur des demi-journées. Et puis au bout de 3 semaines, en gros, on peut vraiment passer sur du pâturage plein pot et même à plus de 10 heures. Au fin mars, on commence à avoir des journées assez longues chez nous. Voilà. Alors après, bah, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il faut vraiment viser de baisser les apports à l'auge, hein. Donc, si je suis arrivé à mon pâturage effectif avec au moins 8 heures de pâturage, ça veut dire que mes concentrés, je les baisse rapidement à 800 grammes. Les fourrages, ben, je les gère en fonction des refus que je vois. Si j'utilisais des déshydratés, ben, on peut le maintenir pendant les 2-3 premières semaines. Et puis, ben, bon, les complémentaires minéraux et vitaminiques en fonction des aliments qu'on leur donne et puis et la production laitière des chèvres. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est bien faire ingérer un maximum d'herbes. Voilà. Et c'est vraiment de jongler. Et c'est le boulot que je trouve très intéressant quand on fait de l'accompagnement d'éleveurs et que les éleveurs aussi, parce que tous les jours ça change et qu'il faut s'adapter, adapter en fonction de la qualité de l'herbe que j'ai à disposition, de la quantité d'herbe que j'ai à disposition. Et ben j'adapte le nombre d'heures où je vais mettre mes animaux dehors, en fonction aussi de ce que je vais pouvoir avoir à leur mettre à disposition. Voilà. On l'a dit pour le parasitisme, hein, on va essayer de commencer aussi par la parcelle la plus propre d'un point de vue parasitaire. Donc, a priori, pour l'instant, le meilleur moyen d'éliminer les strongles, c'est de labourer, hein. Donc, lorsque j'implante des prairies à l'automne, que je vais utiliser au printemps, tout compte fait, on peut supposer que c'est entre guillemets des prairies neuves. Donc, ma parcelle à utiliser en priorité, ça peut être celle-là, ou en tout cas celle qui a été pâturée il y a le plus de temps possible, quoi. Voilà. Et puis, on essaye de pâturer des parcelles sans être trop explosées en termes de hauteur d'herbe, hein, donc maximum à 15 cm, quoi. Voilà. On l'a dit, dans les paddocks de 2-3 jours. Et puis, on prévoit, voilà, en gros, 1 hectare pour 200 chèvres pendant 3 jours, lorsqu'on les rentre à une hauteur d'herbe de 12 cm à bonne. Et puis, ben, le travail de l'éleveur qui pâture, enfin, en tout cas, qui mène des chèvres au pâturage, c'est sans doute un peu moins de faire de tracteur pour faire de l'enrubanné ou faire du foin, mais c'est sans doute aussi
beaucoup plus souvent de se promener dans la prairie avec un herbomètre ou avec ses bottes pour essayer d'évaluer quelle est la quantité d'herbe que j'ai chez moi et comment on va pouvoir se passer le pâturage, quoi. Et du coup, d'essayer d'évaluer le stock disponible en herbe pour mesurer un peu les jours d'avance. Alors, comment on va faire ça? Bah, voilà, je vais regarder là. Par exemple, hein, voilà, j'ai devant moi, je suis au 15 avril, j'ai un lot de 100 chèvres. Je suis sur une parcelle d'1,2 hectare de raigrats anglais et avec du trèfle blanc. Et puis, je mesure, je fais plein de mesures herbomètre. On dit une quarantaine par parcelle. Je mesure, mes hauteurs d'herbe et puis je suis en moyenne à 9,2. J'ai dit que les chèvres pouvaient manger jusqu'à 6 centimètres herbomètre. Donc ça veut dire qu'elles vont manger de 9,2 à 6, elles vont manger 3,2 centimètres. Je regarde mes abacs et on me dit que en avril-mai, j'ai 275 kilos de matière sèche par centimètre et par hectare. Donc ça veut dire que j'ai 275 kilos que je multiplie par la hauteur d'herbe que j'ai disponible et par la surface que j'ai devant moi. Donc ça veut dire que j'ai 10,6 kilos de matière sèche par chèvre. Voilà. Donc si je veux leur proposer, j'ai dit tout à l'heure, 3 kilos de matière sèche par jour, pour être sûr qu'elles aient bien la place et bien le choix d'en manger deux. Ça veut dire qu'en gros, j'ai devant moi, sur cette parcelle-là, j'ai un disponible de 3 à 5 jours d'avance. Voilà. Donc, c'est c'est le travail qu'il y a à faire quasiment toutes les semaines, d'aller mesurer l'ensemble de mon disponible, l'ensemble de mon parcellaire, de ce que j'ai prévu à pâturer, pour savoir est-ce que j'ai assez d'herbe pour les 10 jours qui viennent, en fait. Et c'est un peu les règles qu'on va se donner. Euh, je fais en sorte d'avoir 10 jours d'herbe devant moi. Si je vois que j'ai trop d'herbe, eh ben, c'est qu'il est temps de sortir certaines parcelles du pâturage pour en faire du foin ou de la rubanée. Et voilà. Et si j'ai pas assez d'herbe, eh ben, c'est là où il va falloir que je m'adapte, soit d'introduire de nouvelles parcelles, soit peut-être de réduire mon temps d'accès au pâturage pour qu'elle mange moins longtemps dans la journée, pour pouvoir faire durer un peu plus longtemps le pâturage. Ça, c'est 10 jours d'avance. Et puis, comme l'été, on a des pousses qui sont plus faibles, on se dit qu'il faut plutôt se garder une vingtaine de jours d'avance pour être sûr on n'ait pas de soucis. Voilà. Euh, Ça, on l'a dit, voilà. On rentre dans les parcelles, on prend toujours la parcelle la plus haute en se limitant à 15 centimètres. On reste de 2 à 4 jours sur la parcelle, voilà. Et puis, il faut bien penser, et c'est ça le plus difficile à maîtriser quand on se lance dans le pâturage, c'est de bien choisir la date, enfin, le moment où il va falloir que j'écarte les parcelles pour pouvoir ne pas me faire déborder par l'herbe. Bon, ça, on l'a un peu dit, hauteur d'herbe, voilà. Euh, à chaque fois qu'on parle pâturage des chèvres, à un moment, on se pose la question du pâturage des chevrettes. Eh ben oui, il faut le faire. On gagne beaucoup à faire pâturer des chevrettes dès l'âge de 4 5 mois en termes d'habitude alimentaire, en termes aussi d'habitude du fil électrique. Voilà. Donc, il y a un éleveur sur trois, un éleveur sur quatre qui fait pâturer ses chevrettes. Euh, mais je pense que ceux qui le font en sont en général plutôt contents. Là aussi, il y a un suivi à faire sur le parasitisme pour être sûr de ne pas être embêté. Se pose régulièrement la question chez nous de l'abreuvement. Voilà, ça c'est simplement une manip pour dire que, en gros, dans nos conditions climatiques français, en gros, quand on regarde ici, vous avez un lot de chèvres qui n'a pas eu d'eau au pâturage, et là, vous avez un lot de chèvres qui a eu de l'eau au pâturage. Et alors, effectivement, quand on n'a pas d'eau au pâturage, on en boit pas mal quand on rentre dans la chèvrerie. Quand on a de l'eau au pâturage, ben, on voit que les chèvres ont bu en moyenne 1,9 litres d'eau. Et en fait, pour pas faire plus de lait, ou en tout cas pour pas faire moins de lait quand on est pas sans eau au pâturage. Et donc,
ça, c'était pour dire que, en fait, la chèvre, ça s'adapte bien, en fait. Effectivement, elles boivent plus quand il fait plus chaud, hein, mais elles s'adaptent bien aux conditions chaudes. Et si on a des contraintes qui nous empêchent d'apporter de l'eau au pâturage, c'est peut-être pas très gênant, tant qu'on n'est pas sur les températures trop importantes, quoi. Voilà. Parasitisme pour conclure, parce que vous allez normalement en reparler, je pense, la semaine prochaine, m'avait dit Catherine. Euh, il faut bien avoir en tête qu'en caprin, les parasites, on va les croiser. Et le but de la gestion dans l'année du pâturage, c'est de faire en sorte que le contact entre le parasite et la chèvre soit le plus tardif possible, en fait. Voilà. Surtout qu'on commence à avoir beaucoup de soucis de résistance aux anthelmintiques qu'on donne, hein. Et alors, beaucoup d'élevages maintenant arrivent à le faire, mais pendant longtemps, tout compte fait, pouvoir réduire le nombre de traitements à 3 au maximum par an, c'était déjà un bel objectif. Euh, donc, bon, le pâturage, c'est effectivement, c'est au pâturage que les chèvres s'infestent, hein. Donc, en fonction de la charge parasitaire de ma prairie et en fonction de la quantité d'herbe que mes chèvres mangent, hein, plus mes chèvres vont manger d'herbe et plus elles ont de chances d'ingérer des larves de strongles qui se promènent sur les feuilles, quoi. Et il n'y a pas d'autre moyen que le traitement télématique efficace pour éliminer les strongs, quoi. Alors, en fonction des soucis qu'on peut avoir, je vais aller vite, parce qu'il est heure. Voilà. Euh, Tout à l'heure, je vous parlais de blocs. Alors, plus je vais être embêté par le parasitisme, et plus je vais devoir être sévère sur la gestion de mon bloc. Et en gros, ici, vous avez de manière un peu décroissante, ici, la meilleure façon, hein, c'est effectivement le labour pour éliminer des strongles. Euh, on est peut-être moins sûr en fonction aussi du climat et de la rudesse de l'été et de la rudesse de l'hiver surtout. Une rupture de pâturage, l'absence d'animaux sur la prairie pendant 9 mois, normalement, élimine pas mal de strongles. Sinon, ben, une rupture quand on a des étés secs et chauds, pardon, et du gel hivernal, et ben, on a plus de chances d'éliminer effectivement des strongles. Mais par contre, si on fait une rupture inférieure à 3 mois et qu'on a un été plutôt humide et un hiver qui n'est pas très agressif pour les strongles, on risque d'accentuer les soucis de parasitisme. Et puis, ben, évidemment, le pire du pire, ce serait de ne pas faire de rupture du tout de pâturage, quoi. La chose à faire sur le parasitisme, c'est ça, c'est surtout mesurer. On ne peut pas faire une bonne gestion sanitaire d'un point de vue parasitaire si on ne suit pas par coproscopie régulière l'état sanitaire de nos animaux. Donc la règle, c'était un peu de se dire, eh ben, je fais une première copro 2 mois après la sortie, et puis ensuite, sans doute tous les mois ou peut-être plus fréquemment encore. Voilà. En tout cas, à chaque changement de bloc, pour être sûr que j'ai pas pour savoir s'il faut que je fasse un traitement ou pas. Et puis à la rentrée en chirurgie, quoi qu'il arrive, pour avoir un état des lieux et se poser la question d'un traitement quasiment souvent systématique un peu pendant la période à l'intérieur de la chirurgie. Règles de décision de l'analyse copro, on va pas trop, enfin voilà, c'est jusque-là ce que je disais un peu aux éleveurs. Moins de 300 œufs par gramme, il n'y a rien à faire. Plus de 1000 œufs par gramme. C'est rare qu'on puisse s'en sortir sans traitement. Et puis, ben, entre 300 et 1000 œufs par gramme, et ben, s'il y a traitement à faire, il faut l'adapter en fonction de ce qu'on a aussi comme parasite, hein, et des symptômes que l'on peut voir ou pas en parallèle de ce qu'on voit d'excrétion d'œufs. Voilà. Euh, Vous en reparlerez sans doute, hein. On a longtemps fait du traitement systématique, enfin, pardon, collectif et général. Et on a souvent traité tout le monde. On sait malgré tout que si on faisait un traitement simplement ciblé
d'une certaine de ne pas traiter l'ensemble des animaux, mais sans doute que peut-être que les primipares, par exemple, ou les fortes laitières, permettra de limiter l'apparition de résistance aux antibiotiques, quoi. Voilà. Et puis une règle d'or qu'on n'a pas assez suivie et qui a aussi participé à l'augmentation du risque parasitaire, c'est le fait de ne pas traiter à la bonne dose, de se baser sur des animaux trop légers. On prend un poids théorique d'un animal alors que tout compte fait, ça participe à un sous-dosage du traitement, hein. Et puis, j'en ai parlé, sans doute se poser la question de faire des traitements ciblés. Voilà. En conclusion, je suis allé vite sur le parasitisme, mais je pense que vous y reviendrez. Euh, les clés du pâturage, c'est réussir à obtenir une herbe de qualité. Et après, la quantité, ben, on adaptera notre temps de présence au pâturage pour mieux en profiter. Euh, la clé est sanitaire et économique, c'est limiter la complémentation, surtout déconcentrée. Et puis, créer de l'habitude alimentaire en faisant une rentrée au pâturage progressive au printemps, et puis en habituant nos chevrettes. Et enfin, en mettant en place euh, ce qu'il faudra pour pouvoir éviter d'être trop embêté par le parasitisme. J'ai été un peu vite. Euh, voilà. Si vous, on peut encore prendre du temps pour des questions.